surprenant de commencer ces 2 journées consacrées au vieillissement démographique par le problème des migrations, parce que, a priori, on ne voit pas trop le lien qu'il peut y avoir entre les deux. C'est finalement relativement simple. C'est tout simplement que le vieillissement démographique est lié à une transformation de la démographie et que les migrations sont justement une des composantes de la dynamique démographique et que ça a été avancé et ça peut être éventuellement un instrument pour contrecarrer en partie, on le verra d'ailleurs en détail, pour contrecarrer en partie le phénomène du vieillissement démographique. Alors ce que je vous propose, je ne vais pas prendre trop de temps, ce que je vous propose, c'est nous avons 5 présentations dans cet atelier et nous avons un peu de temps consacré à des questions et réponses avec le public. Alors pour éviter d'avoir les 5 présentations les unes derrière les autres, ce qui pourrait vous lasser, on va faire en 2 temps. On va commencer par les 3 premières présentations. On s'interrompra quelques instants pour faire une discussion avec la salle et on terminera par les 2 autres présentations et on fera à nouveau un débat avec la salle. Alors les 3 premières présentations, donc la première c'est Jean-Christophe Dumont de l'OCDE, donc l'OCDE qui travaille beaucoup sur les problèmes migratoires et qui a construit une base de données sur ce sujet-là. Et donc Jean-Christophe Dumont va un petit peu nous faire un état des lieux des évolutions, des flux migratoires au niveau de l'OCDE en particulier, comment ça a évolué, la structure par qualification, et il y évoquera également, si je ne me trompe pas, l'évolution des politiques migratoires au sein des pays de l'OCDE. Dans un deuxième temps, donc, nous aurons Hillel Rapoport, qui lui nous présentera, alors là on va plus intervenir sur les politiques migratoires, et nous présentera une politique innovante d'allocation en quelque sorte des flux migratoires sur une zone géographique. Ça peut être l'Europe, mais ça peut être généralisé par une méthode de quotas transférables. On verra donc un des outils possibles. Et dans un troisième temps, donc El Moub, on reste au niveau international. C'est ça qui fait la cohérence des 3 premières interventions. Commencera par nous montrer le lien qu'il peut y avoir entre les flux migratoires et la mondialisation, globalement. Et ensuite nous exposera en particulier les impacts de ces flux migratoires sur les différents marchés du travail européens, lesquels ont des particularités telles qu'en réalité, on a des régimes différents au niveau européen et qu'il est très difficile d'avoir une politique migratoire qui puisse être cohérente au niveau européen en raison de ces régimes-là. On fera une pause, on en aura terminé avec, j'allais dire, la dimension internationale européenne. Et puis les 2 dernières interventions, donc Xavier Verdugo de la Banque de France vous présentera des travaux qu'il a réalisés sur l'impact des flux migratoires sur le marché du travail français. Donc là, on va rentrer sur quels sont les effets de ces flux migratoires sur les économies développées, en particulier la France. Et donc on sait qu'un des grands thèmes, c'est l'impact des migrations sur le marché du travail. Et c'est moi qui conclurai par une présentation, Xavier Verdugo qui arrive, et c'est moi qui conclurai par une présentation sur toujours l'impact des flux migratoires sur l'économie française, mais non plus la dimension marché du travail, la dimension qui nous intéresse également plus particulièrement durant ces 2 journées, l'impact sur les finances publiques, et en particulier sur les finances de la protection sociale. Alors, je donne la parole à Jean-Christophe Dumont, qui va donc nous dresser un tableau un petit peu des grandes évolutions. Bonjour et merci pour l'invitation à participer à ce forum qui s'annonce particulièrement riche et intéressant. Je vais, comme on vient de vous le dire, essayer de vous donner un cadrage global des migrations dans les pays de l'OCDE. Migrations qui en fait ont... Alors, ça fonctionne. Il faut pointer quelque part. Peut-être qu'il n'est pas allumé, non ? Ça marche. Merci beaucoup. Donc les migrations qui ont fortement augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, dans les dernières décennies. La population immigrée a par exemple plus que triplé en Espagne entre 2000 et 2008. Elle atteint maintenant 14% de la population totale.
En Irlande, au Royaume-Uni, plus particulièrement dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne à partir de 2004, la population immigrée a également fortement augmenté. Elle a doublé, par exemple, en Irlande, mais vous pouvez voir que ce constat n'est pas simplement un constat qui concerne les pays européens, mais qui concerne aussi des pays qui ont traditionnellement une proportion beaucoup plus importante de leur population immigrée, tels que l'Australie, le Canada, les États-Unis ou la Suisse. En fait, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, dans les dernières décennies, la population immigrée a très fortement augmenté, notamment sous l'impulsion de la croissance économique qu'on a observée au début des années 2000 dans beaucoup de pays. Alors, par exemple, dans l'Union européenne à 15, le nombre total d'emplois a augmenté de plus de 14 millions pendant les 7 années qui précèdent 2008, entre 2001 et 2008. Et 58% de cette augmentation de l'emploi était en fait de la croissance de l'emploi immigré. Aux États-Unis, sur la même période, 32% de l'augmentation de l'emploi est due à l'emploi immigré, 19% en Australie. Donc c'est la population, mais c'est aussi évidemment la composante marché du travail qui a fortement augmenté. Alors, si on essaye de dresser un panorama, disons, avant la crise, autour de l'année 2008, on compte 4 millions d'entrées à caractère permanent dans les pays de l'OCDE, plus 2,3 millions d'entrées de travailleurs temporaires. L'émigration qualifiée joue un rôle de plus en plus important, et en fait, dans la plupart des pays de l'OCDE, exception faite des États-Unis, la part des diplômés du supérieur est plus élevée parmi les immigrés que parmi les autochtones. C'est vrai dans les pays d'installation qui ont adopté une politique ouvertement sélective, telle que le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais c'est également vrai en France et en Allemagne, par exemple. Donc dans ce contexte, et en termes de politique migratoire plus particulièrement, il faut noter deux évolutions importantes. La première, c'est un recours... une augmentation, on va dire, constante du nombre d'étudiants étrangers et assortie à cette évolution la facilitation pour les étudiants étrangers de changer de statut entre un statut d'étudiant et un statut de travailleur. En fait, l'immigration, les étudiants étrangers sont devenus une des filières d'immigration prépondérante pour l'immigration qualifiée. C'est le cas notamment en France. La seconde évolution a trait au fait que les systèmes migratoires, donc on distingue plusieurs systèmes au sein des pays de l'OCDE. Pour faire simple, on a ce qu'on appelle les demand-driven systems et supply-driven systems, c'est-à-dire d'une part les systèmes où l'immigration est liée de travailleurs, j'entends, est liée au fait d'avoir une offre d'emploi qui est éventuellement certifiée par un processus de test sur le marché du travail ou autre. Et les systèmes supply-driven, où en fait on va sélectionner les gens sur des critères individuels, indépendamment du fait qu'ils aient ou non une offre d'emploi. Ce qu'on observe, c'est une convergence entre ces deux types de systèmes et de plus en plus de migration temporaire de travail dans les pays d'installation, et une tendance en parallèle dans les pays européens notamment à rallonger les durées de séjour ou faciliter les transitions entre les différents types de permis, voire à mettre en œuvre des systèmes migratoires similaires à ceux qui sont appliqués au Canada ou en Australie. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni maintenant, au Danemark ou aux Pays-Bas, où on a des systèmes à points qui ont été mis en œuvre. Donc on a une sorte de convergence entre les différents systèmes migratoires, même si, comme on le verra plus tard, notamment avec la présentation de Mouhoub, il y a des grandes différences persistent entre les pays. Alors maintenant, peut-être pour donner aussi le cadrage global, et même si les migrations ont augmenté, il faut quand même, disons, considérer qu'elles restent d'une ampleur relativement limitée dans de nombreux pays de l'OCDE. C'est vrai notamment en France. Vous voyez dans ce classement les migrations permanentes rapportées à la population totale. La France est le deuxième pays avec le plus faible taux de migration dans l'OCDE, juste après le Japon. Alors évidemment, il manque la Turquie, le Mexique ici, qui serait aussi très bas.
mais on est à peu près au niveau de l'Allemagne. Et en plus, les migrations de travail, comme vous le savez évidemment, représentent une part assez minime des flux en France, alors que dans d'autres pays, cette part est beaucoup plus importante. Cela dit, ce qu'il est important de noter également, c'est que les migrations non discrétionnaires, on va dire, celles qui sont qu'indirectement impactées par la politique migratoire, notamment les migrations familiales, la libre circulation et les migrations humanitaires, dans la plupart des pays de l'OCDE, représentent une part prépondérante des flux. Alors maintenant, si on regarde cette immigration non plus rapportée à la population totale, mais rapportée à une cohorte, là on prend la cohorte 20-24, une année de la tranche d'âge 20-24. Alors évidemment, la comparaison n'est pas très bonne, mais ça donne, il faudrait être plus précis, mais ça donne quand même un sens de l'ampleur des flux par rapport aux entrées sur le marché du travail. Vous voyez en fait des contributions dans certains pays qui sont nettement supérieures. En France, ça ne change pas tellement le résultat. On est autour de 20% de la cohorte entrante sur le marché du travail. Alors, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les migrations de type permanente, sur la période considérée, c'est-à-dire 2004-2007, représentent environ 50% d'une cohorte de jeunes adultes entrant sur le marché du travail. Donc une proportion qui est quand même qui donne un autre, disons, un autre regard sur l'apport migratoire. Maintenant, si on regarde la contribution de la migration à l'apport, de la contribution démographique de l'apport migratoire, donc au travers des variations nettes attendues de la population en âge de travailler sur la période 2005-2020 pour différents de pays de l'OCDE, en supposant que le niveau de migration net observé entre 2001 et 2005 est maintenu constant. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, avant la crise, les mouvements migratoires, donc, puisqu'on prend comme référence les migrations qui ont été observées entre 2001 et 2005, devaient permettre, dans certains cas, et dans pas mal de cas, en fait, d'éviter ou de modérer significativement le déclin de la population en âge de travailler jusqu'à 2020. En moyenne, entre 2003 et 2007, dans les pays de l'OCDE, 59% de la croissance démographique s'explique par les flux migratoires. Dans certains pays, en particulier en Europe du Sud, en Autriche ou en République tchèque, près de 90% de la croissance démographique est imputable aux migrations. En France, aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, ce sont grosso modo les seuls pays où l'accroissement naturel demeure le principal déterminant de la croissance démographique et la migration nette représente moins d'un tiers de cette croissance. Donc, ce qui est intéressant à mon avis ici, c'est quand même de constater qu'avec les niveaux de flux qu'on a observés autour des années 2000, on avait une contribution significative de la migration à la dynamique démographique, avec des grandes variations selon les pays. Mais évidemment, l'évolution de la taille de la population est une chose, l'évolution de son ratio de dépendance, et, enfin, de sa structure par âge est un autre élément, et de ce point de vue-là, la migration a sûrement moins apporté, ou un effet moins marqué. Donc, maintenant, dans de nombreux pays, la migration n'a pas été la seule source d'augmentation de l'offre de travail. Et en fait, la mobilisation des personnes résidant déjà sur le territoire est généralement, évidemment, considérée comme la meilleure façon de répondre aux besoins intérieurs de main-d'œuvre. C'est un phénomène que l'on a très souvent observé dans beaucoup de pays de l'OCDE, suite à la fois à l'augmentation des taux d'activité et à la baisse du taux de chômage. Donc le graphique qui vous est présenté ici montre les effets de la croissance démographique chez les immigrés et aussi chez les autochtones, du rapport emploi-population des résidents, donc quel que soit leur lieu de naissance, sur la croissance de l'emploi sur la période 2005-2008. Ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, dans la zone OCDE, 51% de la croissance de l'emploi s'explique en fait par l'augmentation du taux d'emploi des résidents, 39% par l'accroissement des migrations internationales. Et à ces chiffres, il faut ajouter 9% qui est dû de la croissance de l'emploi, qui est imputable à l'accroissement de la population autochtone. Mais comme vous pouvez le voir, ces moyennes masquent des diversités de situations qui sont extrêmement importantes.
et évidemment qui sont liées aussi à la différence en termes de ressources qui sont mobilisables sur le marché du travail. Certains pays, sur la période considérée, ayant déjà des taux de participation très élevés et des taux de chômage assez faibles. On peut penser par exemple aux Pays-Bas sur la période considérée ou la Suisse, alors que d'autres sont dans une situation qui est extrêmement différente et où la possibilité de mobiliser les ressources résidentes sont beaucoup plus importantes. Donc, compte tenu des perspectives démographiques, quelle peut être la contribution des migrations ? Il est clair que, d'après l'ensemble des travaux disponibles, ces travaux concordent sur l'impossibilité d'utiliser uniquement ou même majoritairement les migrations internationales pour pallier aux effets du vieillissement. Au-delà des augmentations irréalistes des flux d'entrée que cela impliquerait, et on a effectivement le rapport des Nations Unies de 2000 sur les migrations de remplacement qui nous donne des ordres de grandeur, l'expérience montre qu'il est d'une part impossible de contrôler entièrement le niveau des migrations nettes, ainsi que la répartition par âge des flux d'entrée et de sortie. Et de ce point de vue, peut-être que la politique annoncée par le Royaume-Uni de fixer un plafond sur les migrations nettes semble particulièrement irréaliste. En second lieu, on sait que le différentiel de fécondité qui peut être attribué aux femmes étrangères tend à se réduire rapidement, et donc il n'y a pas non plus, énormément de choses à attendre de ce côté-là. Et enfin, la population étrangère est également évidemment marquée par le phénomène du vieillissement démographique. Et donc faire jouer aux migrations un rôle dans ce contexte implique des niveaux qui sont soutenus et croissants sur le long terme. Cela dit, même s'il faut attendre... Il faut s'attendre à une incidence limitée sur des déséquilibres annoncés sur la structure par âge. L'immigration peut contribuer pour un temps à empêcher la diminution de la population en âge de travailler. Mais pour ce faire, un certain nombre d'inflexions sont nécessaires sur les politiques migratoires si on veut qu'elles contribuent à ajuster le marché du travail et aussi à rééquilibrer les dynamiques démographiques. Alors, je voudrais très rapidement passer sur 3 enjeux. Le premier, c'est d'éviter les effets durables de la crise pour les immigrés, et notamment sur l'opinion publique en matière de migration. Le second, c'est d'améliorer les résultats en termes d'intégration. Et le troisième, c'est de définir une nouvelle feuille de route pour les migrations de travail. Donc, je passe assez vite sur ces éléments, mais j'imagine qu'on pourra y revenir dans la discussion. Donc, entre le premier et le troisième trimestre 2008, les taux de chômage des immigrés dans le contexte de la crise s'est accru de façon très sensible dans tous les pays de l'OCDE. Il a par exemple augmenté de 11 points de pourcentage en Espagne, de 8 points en Irlande ou en Islande. Aux États-Unis, le taux de chômage des immigrés a plus que doublé, de 4 à presque 10%. Et en France, au dernier trimestre 2009, le taux de chômage des immigrés, c'est-à-dire des personnes nées à l'étranger, atteignait 15% contre 9% pour les personnes nées en France. Le taux de chômage des jeunes immigrés est particulièrement élevé. Il atteint 41% en Espagne, 36% en Suède. Il est systématiquement plus élevé que le taux de chômage des jeunes en général, qui est déjà souvent très important. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que la crise a aggravé des problèmes qui sont rencontrés par une partie de la population immigrée sur le marché du travail. Et le risque, c'est que ces problèmes perdurent dans le temps, dans la mesure où un certain nombre de ces personnes ne sont pas forcément bien équipées pour rebondir sur le marché du travail, saisir de nouvelles opportunités, et ce d'autant plus que la crise aura un impact durable, on le sait, évidemment, sur le marché du travail. On peut s'attendre à une période de croissance qui soit, disons, relativement peu dynamique en termes de création d'emplois. Donc l'expérience des crises passées nous montre que, faute de mesures adaptées, les effets pourraient persister. Cela veut dire qu'il ne faut évidemment pas relâcher les efforts en termes de politique d'intégration pendant la crise, ni instrumentaliser à des fins politiques le discours de l'immigration, au risque de susciter dans l'opinion publique un sentiment de repli sur les questions migratoires qui risquerait d'être durable et d'hypothéquer donc le rôle des migrations pendant la phase de reprise. Je pense que c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte si on veut que l'immigration joue un rôle sur le long terme. Le second élément, c'est qu'il faut évidemment améliorer les résultats en termes d'intégration à plus long terme. L'intégration sur le marché du travail est nécessaire pour que la migration joue un rôle dans le cadre du vieillissement de la population et pour aider à pallier les pénuries de main-d'œuvre. Dans la majorité des pays de l'OCDE, avant même la crise, les immigrés étaient plus touchés par le chômage que les personnes nées dans le pays de résidence, comme vous le montre ce graphique ici pour 2008.
Et parallèlement, le taux de participation au marché du travail était inférieur à celui des natifs, en particulier pour les femmes immigrées. Donc, outre l'écart en termes de taux d'emploi entre les deux groupes immigrés et non immigrés, on voit que cet écart s'accroît avec le niveau d'éducation. Principalement, c'est lié à des difficultés qui sont liées au transfert des qualifications et à l'expérience professionnelle entre les pays. C'est aussi parfois lié au manque de compétences linguistiques spécifiques aux pays d'accueil, mais également à d'autres facteurs tels que le manque d'accès au réseau et aux connaissances relatives au fonctionnement du marché du travail, ou à la concentration des immigrés dans des quartiers défavorisés, ou encore évidemment à la question des discriminations. Ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, entre 40 et 50% des personnes diplômées du supérieur, et c'est le cas en France, sont soit inactives, soit au chômage, soit occupées dans un emploi qui ne correspond pas à leur qualification. Donc là, si on veut que l'immigration, et notamment l'immigration qualifiée, puisse jouer un rôle, il faut évidemment prendre à bras-le-corps ce problème. En termes de politique d'intégration, les pays de l'OCDE ont une expérience considérable. Et dans l'ensemble, on sait ce qui peut marcher et ce qui marche sans doute moins bien. Il n'y a pas de politique miracle et ça prend de toute façon du temps. Donc c'est un investissement et c'est un effort qu'il faut soutenir sur le long terme et pas seulement, par exemple, comme je le disais précédemment, dans le contexte de la crise. Assigner un objectif démographique à la politique migratoire implique également de regarder au-delà des migrations de travail. L'avenir, c'est aussi, par exemple, les enfants d'immigrés. Et donc la mise en place de politiques de migration familiale, à même de leur donner les plus grandes chances d'insertion réussie sur le marché du travail et dans la société. Dernier point sur lequel je conclus, une nouvelle feuille de route pour gérer les migrations de travail. À moyen et plus long terme, c'est une feuille de route sur les migrations de travail qu'il nous faut définir, sur la base des évaluations des expériences passées en matière de recrutement des travailleurs temporaires, permanents, qualifiés ou moins qualifiés. Les pays de l'OCDE, dans ce domaine également, ont une longue expérience. Et le problème est moins le manque d'outils qu'une meilleure définition et évaluation des besoins. Faute de l'avoir fait dans le passé, et dans le passé récent, les pays ont parfois indirectement encouragé les migrations irrégulières et l'emploi illégal d'étrangers. On a mené à l'OCDE un forum politique à haut niveau sur les migrations en juin 2009, où les ministres et les hauts représentants politiques en charge des questions de migration et d'intégration ont déterminé les facteurs qui pourraient, disons, permettre une meilleure gestion des migrations de travail. Je veux simplement vous livrer les 5 points qui sont ici. Le premier point, c'est mieux définir les besoins du marché du travail en relation évidemment avec la politique migratoire. Deuxième point, qui est évidemment un point polémique, établir pour les migrants peu qualifiés des filières de recrutement officielles et plus larges. Mettre en place pour les employeurs les moyens de vérification adaptés du statut légal des immigrés, tout en renforçant les procédures de contrôle auprès des employeurs. Développer des instruments d'évaluation des qualifications des migrants et de façon complémentaire, mettre en place des programmes de formation si nécessaire. Accélérer les procédures de traitement des demandes de visa, tout en garantissant un niveau de contrôle efficace et approprié. Et enfin, un dernier point qui est important si on veut placer cette gestion des migrations dans le contexte d'un partenariat avec les pays d'origine. Il faut notamment chercher à augmenter les bénéfices de la migration pour les pays d'origine par l'intermédiaire de la baisse des coûts de recrutement, des coûts de transfert, lever les obstacles au retour et faciliter la mobilité, ou mieux partager les coûts de formation entre les pays d'origine et d'installation. En tout cas, vous voyez sans doute beaucoup de choses à faire pour un effet en termes démographiques qui, de toute façon, restera limité. Merci beaucoup pour votre attention. C'est la présentation d'Hilèle Rapoport. Bien, bonjour, merci pour cette invitation à présenter un article de recherche qui a vocation à
à être pris au sérieux par ceux qui font des politiques de migration. C'est sa vocation, mais on sait que ça prend toujours un certain temps et qu'il n'y a qu'une partie faible de la recherche académique qui se traduit dans les politiques qui sont menées. Donc, pour introduire ce papier, je vais d'abord préciser que je suis un économiste du développement, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes de personnes jeunes, pauvres, dans des pays pauvres. Et donc, on peut se demander ce que ça peut apporter, cette carte de visite, disons, dans une conférence sur les problèmes de personnes riches, vieilles, dans des pays riches et vieillissants. Alors, je viendrai surtout à la fin, au lien que je vois entre cette recherche et le problème qui est posé ici, mais l'idée générale, c'est qu'il me semble que les politiques d'immigration devraient plus utiliser des mécanismes de marché, et je vais présenter ici un mécanisme de marché destiné à traiter un problème d'immigration en particulier, mais qui, à mon avis, peut être adapté, étendu et inspiré d'autres politiques pertinentes, celles-là, dans le cas des sociétés européennes. Donc c'est basé sur une recherche commune avec Jesús Fernández Huertas Moraga. Il s'agit d'une seule personne, un co-auteur donc de Barcelone. Et notre point de départ pour cette recherche, c'était de dire, Jean-Christophe en a parlé à la fin de son exposé, il y a un lien important entre l'immigration, les politiques migratoires qui sont adoptées dans les pays riches et les effets sur le développement des pays du Sud. Et un des effets importants de ces politiques migratoires, ce qu'a montré la recherche économique en ce domaine au cours des 20 dernières années, c'est que l'émigration vue du point de vue du Sud vers les pays du Nord contribue au développement et notamment à réduire la pauvreté. De là, il résulte que quand un pays riche accueille des migrants originaires d'un pays pauvre, eh bien cette entrée contribue à réduire la pauvreté, ce qui est bon pour le pays dans la mesure où il laisse rentrer des gens en fonction des coûts et bénéfices domestiques. C'est bon pour la réduction de la pauvreté dans le monde et ça crée une externalité positive pour tous ceux qui sont soucieux de réduire la pauvreté globale. C'est pareil pour la pauvreté dans un pays donné. Si on est tous pour réduire la pauvreté, ça peut être pour des raisons altruistes, parce qu'on est soucieux du bien-être des plus pauvres. Ça peut être pour des raisons égoïstes, parce qu'on a peur pour notre sécurité ou notre propriété. C'est pareil pour la pauvreté globale. On peut être sincèrement concerné par le sort des pauvres dans les pays pauvres, mais on peut aussi simplement vouloir réduire cette pauvreté pour diminuer les risques de terrorisme, de prolifération de maladies, d'épidémies, etc. Donc peu importe le motif, le fait de réduire la pauvreté globale, c'est un bien public international. Donc quand un pays donné fait une politique qui contribue à réduire cette pauvreté dans le monde, que ce soit par de l'aide au développement, par des programmes d'annulation de dettes, ou par une politique d'accueil d'immigrants pauvres originaires de ces pays, eh bien, ça contribue à réduire la pauvreté dans le monde et donc ça crée une externalité positive pour l'ensemble des pays, des gouvernements soucieux de réduire cette pauvreté. Ceci implique logiquement que le système actuel où chaque pays fixe sa politique migratoire de manière indépendante, sans considérer les effets sur les autres, eh bien, ce système est sous-optimal. Et ce qu'on propose, c'est un mécanisme qui est relativement peu ambitieux. Il ne s'agit pas de trouver l'allocation optimale de chaque individu sur la planète, mais simplement d'aller un petit peu plus loin, de tenir compte de cette externalité et d'augmenter de manière incrémentale, d'aller faire un petit pas dans la bonne direction. Donc la première partie et la question, avant d'en venir vraiment à la première partie, toujours dans cette introduction, le fait que si on pose la question pourquoi l'immigration de gens pauvres et peu qualifiés provenant des pays en développement est-elle contrainte, pourquoi la France limite l'entrée d'immigrés en provenance des pays en développement,
même s'il y a beaucoup d'économistes dans la salle, mais je crois que tout le monde conviendra que l'essentiel n'est pas en termes économiques. On y viendra avec un certain nombre de présentations. Les économistes du travail qui étudient les effets de l'immigration montrent des effets à peine significatifs sur le salaire, les salaires, sur le chômage. Les effets sur la protection sociale, Lionel en parlera, mais il me semble que l'essentiel tient à des questions politiques, des questions d'identité, de ce qu'on appelle les coûts sociaux et les coûts politiques de l'immigration. C'est sans doute ça qui explique le fait que les politiques migratoires soient très contraignantes. Et ceci dépend d'un certain nombre de choses. Donc ceci peut dépendre de la structure démographique des pays, de leur histoire en matière d'immigration précédente, ou de préférences, de choses culturelles liées à des préférences pour la diversité ethnique ou religieuse. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tenir compte de ces différences de coûts pour essayer d'allouer de manière efficace un supplément d'immigration. Et ce mécanisme va résulter par un mécanisme, va aboutir à un mécanisme de marché par lequel des sociétés qui ont des coûts plus élevés, ça peut être des coûts économiques liés à un moindre besoin, par exemple, de migration de remplacement, mais ça, je pense que l'essentiel sont des aspects liés aux préférences, comme je l'ai indiqué, des aspects plutôt culturels. Donc ces pays qui ont des coûts plus élevés à accueillir les immigrés compenseront des pays qui sont plus ouverts à les accueillir. D'accord ? Et je crois que ce mécanisme de marché permet une chose intéressante, c'est de révéler une fonction de coût. Les coûts de l'immigration, ces coûts politiques, ces coûts sociaux ne sont jamais vraiment mesurés. Il y a des sondages qui demandent aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre, ou fortement pour, fortement contre l'accroissement de l'immigration. Mais ce n'est jamais évalué en termes monétaires. Combien êtes-vous prêt à payer pour éviter l'entrée d'une personne supplémentaire? Alors évidemment, les économistes mettent des prix partout, ça peut être choquant. Mais bon, quand on révèle des coûts, ça permet aussi de prendre des décisions, et notamment ici en matière de politique migratoire, de manière peut-être plus rationnelle. Donc voilà la motivation du papier, à la fois trouver un mécanisme d'allocation efficace, mais aussi révéler des fonctions de coût, souvent à soi-même. Si on demande au gouvernement français quelle est votre fonction de coût vis-à-vis de l'immigration, je ne crois pas que quelqu'un ait réfléchi vraiment sur cette question. À partir du moment où on est placé dans une situation où on doit faire des choix qui impliquent des valeurs monétaires, eh bien on doit se poser cette question et mettre des chiffres sur ces choses-là. Donc ce qu'on va discuter dans le papier, on va se poser la question, est-ce qu'un système de Tradable Immigration Quotas, donc TIC pour son acronyme, peut permettre de traiter un certain nombre d'inefficiences dans le système de migration global actuel, mais avec une perspective de développement qu'on pourrait renverser dans d'autres perspectives, j'y viendrai en conclusion. La théorie, je vais être très bref, il s'agit d'adapter ce mécanisme de quotas négociables, de permis négociables qui est bien connu, notamment par les gens qui font de l'économie de l'environnement, de l'adapter donc à l'immigration et de coupler ce mécanisme avec un système qui permette de prendre en compte les préférences des migrants eux-mêmes. Donc à la différence des molécules de dioxyde de carbone, les immigrants ont des préférences quant à leur localisation. Il s'agit de tenir compte de ça dans ce mécanisme. C'est la principale différence théorique, disons, avec ce que vous pouvez connaître sur les quotas négociables pour ce qui est de la pollution. Et on peut se demander si c'est bien réaliste et si ça permet, ça a une chance d'être appliqué un jour. On part d'un certain nombre d'applications qui nous semblent tout à fait réalistes et qui permettent aussi d'expérimenter, d'apprendre, y compris sur les comportements stratégiques des uns et des autres pour améliorer le mécanisme. Donc, la première partie du papier, je vais passer brièvement, vise à convaincre que la migration a un effet favorable en termes de réduction de la pauvreté, la migration internationale. Elle permet de réduire la pauvreté dans les pays en développement. Si je prends simplement quelques chiffres, on sait que la mondialisation est très avancée pratiquement pour tout, pour le commerce, pour la finance, pour les investissements directs étrangers, pour la migration qualifiée,
elle est largement avancée. Le seul facteur qui reste dont les mouvements restent extrêmement contraints, c'est la migration des travailleurs peu qualifiés. Et pour cette raison même, c'est sans doute là que les gains d'une plus grande mondialisation, les gains les plus importants d'une mondialisation plus poussée sont à réaliser. Il y a des études qui montrent ça, notamment à la Banque mondiale. Maintenant, quelques chiffres micros sur l'effet de la migration sur la pauvreté. Si vous prenez un pays comme Haïti, vous pouvez montrer que parmi les gens nés à Haïti, 82% des gens qui sont non pauvres sont des immigrants, ont quitté Haïti. D'accord ? Donc pratiquement, pour un pays comme Haïti, le seul moyen d'échapper à la pauvreté, c'est de migrer. Hein ? Pour le Mexique, les chiffres sont assez saisissants également. 43% des Mexicains qui ont échappé à la pauvreté l'ont fait en émigrant. Alors ça, c'est l'effet direct sur les migrants. Il y a des chiffres qui mesurent combien vraiment gagne un migrant à migrer. Il y a des chiffres expérimentaux maintenant basés sur des loteries migratoires en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a mis en place pour l'immigration en provenance des pays du Pacifique, Tonga, Samoa, etc. Pour choisir, c'était difficile de faire une sélection parmi des gens relativement homogènes, et donc a mis en place une loterie. Et il y a à peu près 40% des gens qui jouent, qui gagnent un visa. Pour les chercheurs, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet d'avoir une mesure expérimentale du gain qu'on a à migrer. Des mesures non expérimentales sont polluées par le fait qu'il y a un biais de sélection dans la migration. On sait que ce sont les gens plus motivés, par exemple, ou qui ont une préférence pour le risque, ou une moindre aversion pour le risque. Et donc, bon, on montre que les gains pour les migrants sont de l'ordre de 1 à 4. Donc, cette première partie discute les effets sur la pauvreté. Au niveau macro, vous avez en bleu ici l'évolution de l'aide internationale, à peu près 50 milliards de dollars annuellement entre 1990 et 2003, à comparer à l'évolution des transferts de fonds, qui était la moitié de l'aide internationale en 1990, qui était le triple de l'aide internationale en 2003 et 6 fois plus en 2008. D'accord ? Non seulement ces transferts de fonds sont extrêmement importants maintenant, mais ils sont décentralisés, il y a une information sur les besoins des gens, et donc ils sont mieux ciblés que l'aide internationale, dont on a du mal à montrer qu'elle a des effets bénéfiques sur le développement et la pauvreté. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est de dire, on cherche à coordonner l'aide internationale au développement. Par contre, il n'y a aucune coordination pour ce qui est de la migration. Prenons un pays comme les États-Unis. Les États-Unis représentent un tiers du PIB de l'OCDE, 22% de son aide au développement, donc on peut dire que les États-Unis ne sont pas très généreux en termes d'aide au développement. Par contre, c'est 50% des migrants en provenance des pays les plus pauvres et 57% des flux au cours de la décennie 90. Donc à travers ça, les États-Unis, à travers leur migration, ont un effet en termes de développement qui est fantastique. Il y a des pays qui sont généreux en termes d'immigration, qui sont ouverts, on va dire, comme l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni. La France est dans la moyenne OCDE. Mais d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie reçoivent moitié moins de migrants que ce que leur part en termes de PIB prédirait. Le cas extrême étant le Japon, 12% du PIB de l'OCDE, mais moins en fait de 2% de son immigration. D'accord, donc il s'agit de dire cet effort est un peu partagé de manière inéquitable. Il y a en plus une externalité qui fait que si on augmentait l'immigration en provenance des pays en développement, eh bien tout le monde y bénéficierait. Donc au niveau théorique, on met en place un mécanisme. Je vais vous passer le modèle parce que je n'ai pas le temps et Lionel m'a dit pas d'équation. Donc de toute façon, pour ceux qui les comprennent, ce serait trop rapide. Et donc simplement un petit graphique. Vous pouvez voir, prenons un exemple des réfugiés climatiques. On nous dit qu'il va y avoir entre 200 et 1 milliard de réfugiés climatiques. La plupart de ces personnes déplacées vont être en fait déplacées intérieurement, mais il y a certains, et beaucoup d'organisations internationales préconisent ça, qui vont devoir être relogés internationalement, d'accord ? Et notamment ceux qui vivent dans des pays qui vont disparaître. Par définition, ils vont devoir être relogés internationalement. Il y a 1 million de personnes, notamment dans le Pacifique, qui vont devoir être relogées. Donc supposons que l'Australie et la Nouvelle-Zélande aient une politique migratoire telle que ça, c'est la fonction de coût
Ça, c'est l'origine pour l'Australie, c'est le nombre de migrants en Australie. Ça, c'est la fonction de coût de l'Australie, elle passe en fait par ici. Hein. L'Australie prend un certain nombre de migrants en fonction de considérations domestiques, les besoins du marché du travail, de sécurité sociale, de retraite, etc. Elle s'arrête à un certain point. Au-delà, le coût est positif, le coût marginal, donc on arrête. Même chose pour la Nouvelle-Zélande ici. Si l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui font partie par exemple du Forum du Pacifique, signent un accord comme quoi le Forum du Pacifique va reloger d'éventuels réfugiés climatiques et les accueillir en fonction ou de la population ou du PIB, il va y avoir un certain quota pour l'Australie et un certain quota pour la Nouvelle-Zélande. D'accord ? Si on rend ce quota négociable, eh bien, on peut voir cette fonction de coût de l'Australie et l'appeler offre, et cette fonction de coût de la Nouvelle-Zélande en partant d'ici et l'appeler demande. Et un mécanisme de quota échangeable va nous amener à reloger ces migrants-là au moindre coût. Hein, et on simule à la fin quelle part du coût on économiserait. D'accord ? Donc, ceci associé à un mécanisme de matching entre migrants et pays qui permettent de tenir compte des préférences des migrants, permet de faire ça de manière efficace. Et si on le fait de manière efficace, ça veut dire aussi qu'on peut sans doute accueillir plus de gens puisque ça se fait à moindre coût. D'accord ? On a deux applications possibles. Une, j'en ai parlé, c'est les réfugiés. Pour illustrer, vous avez ici les chiffres sur les réfugiés, juste brièvement. Il y a 9 millions de réfugiés dans le monde, environ 100 000 seulement qui sont relogés internationalement chaque année. La dernière année disponible, 2008, vous voyez la disproportion dans laquelle les États-Unis accueillent à peu près 2/3 des réfugiés. Hein, et les autres pays, c'est le Canada, l'Australie. Ce n'est pas une sélection de pays, c'est tous les pays du monde. Hein, et donc tous les pays du monde ensemble qui ne sont pas dans cette liste ont accueilli en 2008 391 réfugiés. D'accord ? Donc là encore un effort absolument partagé de manière absolument inéquitable. Et enfin, une deuxième application qu'on propose, c'est de s'inspirer du système de loterie. Ça s'appelle Diversity Lottery Visa. C'est un programme américain. Et ça paraît très exotique pour les Européens, un programme destiné à augmenter la diversité de la population américaine. Hein, donc, un programme qui est destiné aux pays qui ont une immigration faible vers les États-Unis pour encourager. C'est une loterie où seuls les ressortissants de pays qui ont une immigration faible aux États-Unis peuvent prétendre. D'accord ? Vous avez peut-être reçu. C'est la Green Card Lottery. Hein, vous avez peut-être reçu ça des fois dans pop-up sur votre ordinateur. Ça attribue 50 000 visas par an à des candidats qui peuvent lister leurs dépendants, donc femmes et enfants. Donc en moyenne, c'est 100 000 personnes qui rentrent chaque année à ce titre aux États-Unis. C'est réservé, comme je l'ai dit, donc aux pays qui ont peu d'immigration vers les États-Unis, moins de 50 000 personnes au cours des 5 dernières années. Et pour vous donner des chiffres de la campagne 2010, il y a eu 13 millions de candidatures, parmi lesquelles ont été tirées au hasard 110 000 candidatures. Les gens ont été invités à des interviews dans les consulats et les ambassades américaines, et après interview, 50 000 d'entre eux, et avec femmes et enfants, en moyenne 100 000 personnes chaque année, rentrent aux États-Unis. Donc on pourrait parfaitement penser à étendre ce système à pas seulement les États-Unis, mais peut-être l'Union européenne, ou les États-Unis, le Canada, ou l'ensemble de l'OCDE, et cibler des populations de migrants particulières, celles des pays les plus pauvres, celles des pays à risque, où il y a des guerres civiles, des crises environnementales, etc. On peut simuler ce système ce qu'on fait en prenant une fonction de coût très simple. En fait, on ne croit pas que ces fonctions de coût sont les vraies fonctions de coût, c'est juste pour simuler. L'argument même du papier, c'est de dire que seul le marché peut révéler les fonctions de coût de l'immigration. Hein, mais on prend juste un exemple illustratif. Une fonction de coût telle que le coût marginal est égal à un certain paramètre d'aversion à l'immigration et lié aussi à la part des immigrés dans la population. Bon, selon la simulation, on prend deux paramètres d'aversion à l'immigration. Un qui dépend des enquêtes, hein, ou des enquêtes d'opinion. Et là, vous avez la proportion de gens qui disent s'opposer, selon les pays, à un accroissement de l'immigration. Hein, c'est s'opposer fortement. Bon, c'est très variable selon les pays. Au total, ce système, en égalisant donc les coûts marginaux dans chaque pays, on arriverait à un système, ça ce sont les quotas initiaux, ça ce sont les quotas après échange, enfin les gens qui rentrent effectivement après échange.
vous avez le pourcentage de réduction des coûts pour chaque pays, et en moyenne, le coût se réduit de 24% et 22% des quotas sont échangés. Un autre système donnerait quelque chose de tout à fait différent, avec par exemple pratiquement une réduction beaucoup plus substantielle du coût, etc. Donc ça peut fonctionner. Il y a déjà un système avec un système de loterie. Donc en conclusion, tout ceci résume le papier, et pour faire le lien avec d'autres présentations et le thème central, ce système de quotas échangeables permet d'adresser, de traiter de n'importe quel type d'externalité. On sait que l'immigration crée des externalités entre pays, à l'intérieur de l'Union européenne. Dès qu'il y a un fédéralisme fiscal, le fait qu'il y ait une entrée d'immigrés quelque part qui va influer sur les budgets d'un pays particulier, sur ses besoins en termes de protection sociale, en termes d'emprunt, sur ses excédents, etc. À partir du moment où on est dans une structure plus ou moins de fédéralisme fiscal partiel ou plus poussé, on va avoir de telles externalités. Et on peut penser donc à ce système dans un cadre européen, pour traiter non pas d'externalités liées au développement, mais d'externalités liées à ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe. Et on peut penser aussi plus généralement à d'autres systèmes de marché qui permettent de traiter des problèmes d'immigration. Il y a beaucoup de propositions qui vont dans ce sens aux États-Unis, notamment le fait de mettre aux enchères les visas pour les entreprises. Donc par exemple, tout à l'heure, Jean-Christophe nous a dit qu'il fallait définir les besoins du marché du travail. Je crois que c'était le premier point de la carte de visite. Un économiste serait tenté de dire que ça implique beaucoup de bureaucratie, sans doute, et peut-être c'est bien de laisser le marché du travail définir ses besoins lui-même, et afin d'allouer les immigrés de manière efficace, c'est-à-dire là où ils sont plus productifs, d'avoir un système de type enchère. Donc je n'ai pas de recette particulière à vendre, je veux juste mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup dans la théorie économique de mécanismes qui permettent de traiter d'un certain nombre de problèmes d'immigration, et que sans doute il faudrait s'en inspirer un petit peu dans la réflexion sur les réformes de ces politiques. Voilà, merci. Merci. Pendant